Là, j'ai cherché, à la demande de Jean-François, un thème transversal. Alors transversal parce que j'imaginais que parmi vous, il y aurait des gens qui ont déjà assisté aux conférences. Et bon, je vais forcément, inévitablement, et je m'excuse par avance de me répéter, pour ceux qui font partie des auditeurs fidèles du cycle sur l'histoire, pas tellement de la gastronomie, parce que ça, c'est un désaccord que j'avais avec notre président. Il a voulu, lui et M. Rouche ont voulu intituler ce cours l'histoire de la gastronomie. Pour moi, c'est l'histoire de la cuisine et des cuisiniers. Alors, vous allez penser peut-être qu'on joue sur les mots, hein, mais de toute manière, la gastronomie, pour moi, c'est une conséquence. S'il n'y avait pas un art culinaire qui s'est développé dans notre pays d'une manière extrêmement complexe et intéressante, c'est une véritable histoire, la cuisine en France. S'il n'y avait pas eu cela, et s'il n'y avait pas eu des gens pour s'exténuer devant les fourneaux, pendant des décennies et des siècles, il n'y aurait pas de gastronomie. La gastronomie, c'est une conséquence. On ne dit pas, tiens, je vais faire de la gastronomie. La gastronomie, on en fait quand on mange très bien. Parfois, d'ailleurs, avec pas forcément grand-chose. On fait référence au plaisir des sens que nous donne l'acte du repas, l'acte de manger. Alors moi, je ne vais pas vous parler de plaisir des sens aujourd'hui, enfin, on va en parler un petit peu, mais je voudrais démarrer cet exposé qui va être relativement rapide, ça va être plus en survol qu'autre chose. Vous aurez peut-être après des questions. Moi, je voudrais démarrer cet exposé par le fait que la convivialité, c'est-à-dire le fait de partager la nourriture, c'est quelque chose, je pense, qui est aussi vieux que l'être humain. On a de bonnes raisons de penser, enfin, les archéologues, qui, vous le savez, s'intéressent prioritairement aux poubelles de l'histoire, parce que paraît-il, c'est dans les poubelles et dans les tas de déchets que l'on trouve le plus d'informations, en étant très anciens, eh bien, ont pu mettre en évidence le fait que le partage du repas, le partage de la nourriture, c'est quelque chose qui est très probablement aussi vieux que l'être humain à partir du moment où il vivait en groupe, ce qui est extrêmement ancien, ça on le sait. Alors ce partage du repas, ce partage de la nourriture, on va en parler aujourd'hui, on peut le faire de bien des manières, mais il est vrai qu'il a été aussi, il s'est également traduit dans les religions, si, comme moi, vous aimez visiter des églises, bien qu'étant un homme bien peu religieux, j'adore visiter les églises, j'adore l'architecture, et le nombre de fois où vous voyez des sculptures représentant la Seine, c'est très étonnant. Le nombre d'œuvres d'art représentant la Seine, c'est très étonnant. C'est un thème majeur dans notre culture occidentale. Et le fait que l'on soit religieux ou non n'a rien à voir avec ça. En réalité, bon, les catholiques qui sont parmi vous savent encore mieux que moi que l'un des actes fondateurs de la religion catholique, c'est la Seine. C'est le partage de la nourriture entre le Christ et ses apôtres. Et ce n'est pas innocent. Il faut comprendre que par la suite, et je vais développer un petit peu cette idée, par la suite, il y a très tôt, c'est-à-dire dès l'Antiquité, le fait de partager le repas, le fait de manger ensemble, plus ou moins bien, mais le fait de manger ensemble, c'est considéré comme un acte sacré. On trouve dans l'Iliade et dans l'Odyssée, mais plus particulièrement dans l'Iliade, plusieurs textes qui nous montrent comment Achille recevait les ambassadeurs du roi, mais trop de mémoire, peu importe, il les recevait alors qu'ils venaient lui demander de cesser de bouder sous sa tente parce que les Grecs n'y arrivaient plus, n'est-ce pas? Et il refuse, mais il les traite quand même de manière très soignée, à tel point qu'il fait lui-même la cuisine, il fait lui-même griller la viande. Et ça, on le lit dans Homère. Homère, c'est quand même 4 siècles avant notre ère. Je veux dire, c'est intéressant. Alors, pas trop diluer le propos, mais nous parlons de banquet. Vous avez là une image qui est assez intéressante, c'est un cratère grec qui est du IIe siècle avant notre ère, et qui représente des gens qui banquettent. Alors ils banquettent, ils sont, évidemment, il n'y a que des hommes, bien sûr, car à cette époque-là, le banquet ne concerne que les hommes. Si les femmes sont présentes, c'est uniquement pour distraire. Pour jouer de la musique, vous le remarquerez en tenue très légère. Ce qui n'est pas, à mon avis, dépourvu de sens. Enfin bon, ce n'est que mon avis. Alors, il y a un texte très intéressant, il n'y a pas beaucoup de textes de cette époque-là qui décrivent les banquets. Ils ne décrivent pas du tout la nourriture quotidienne, ils décrivent les banquets. Eh ben, c'est ce texte d'Athénée de Nocratis, qui est un poème fleuve, qui a probablement été composé à la demande de l'empereur Marc Aurèle. Pas une certitude, mais il y a de très bonnes raisons de le penser. Marc Aurèle qui voulait connaître l'état de son empire,
de manière aussi complète que possible. Et il avait demandé à Thénénocratis, qui était un lettré grec installé non loin d'Alexandrie, Nocratis. Alors pourquoi lui, je l'ignore, il lui avait demandé de décrire la manière dont on faisait des banquets. Et ce texte est excessivement intéressant. J'en ai parlé longuement dans le cours parce qu'on y trouve des informations à la fois très précises et très surprenantes pour nous. Bon, ça, si vous voulez, donc, ce texte, on le trouve. Ce dîner des savants, des hypnosophistes, on le trouve encore à l'édition, et c'est une lecture assez intéressante, toutefois pour les gens qui s'intéressent à l'Antiquité. Alors, les Romains, qui, comme vous le savez, ont beaucoup copié les Grecs, à bien des égards, faisaient des banquets, et là vous avez une mosaïque romaine qui vient, je ne pourrais pas trop d'où elle vient, mais elle a le mérite d'être très... Et là on voit des gens qui banquettent, alors toujours des hommes évidemment, hein, bien sûr, des hommes servis par des hommes. On ne voit pas de femmes sur cette image. Certains mangent et d'autres ont commencé à boire. Là il y a quelque chose d'intéressant par rapport à la consommation de la boisson quand on mange. Je vais y revenir. À cette époque-là on ne mélange pas. On mange d'abord, on boit ensuite. Et vous verrez que c'est un détail qui a énormément d'importance quand les Romains vont s'employer à conquérir tous les pays celtes, et entre autres la Gaule. Alors vous pouvez remarquer, c'est intéressant, que les déchets sont par terre, les arêtes de poisson, il y a un chien qui trouve sa provende, il y a des arêtes de poisson, il y a des os de volaille, on voit très bien représenter ici une épaule probablement d'agneau, l'os d'une épaule d'agneau, la palette, ce qu'on appelle la palette. Et quand on analyse cette image, on trouve des quantités d'infos. C'est intéressant parce que les Romains jetaient tout par terre. C'était des gens pourtant qui avaient de l'hygiène, incontestablement. Ils jetaient tout par terre et c'était, paraît-il, pour nourrir l'âme des morts, qui bien évidemment habitaient en bas, dans les enfers. Donc beaucoup de banquets à cette époque-là. Et l'époque romaine va être une époque dans laquelle il va y avoir notamment vers à la charnière entre le 1er siècle avant et le 1er siècle après, au début de notre ère, disons, il va y avoir une explosion de la gastronomie et de la démesure en la matière. Et les gens vont aller jusqu'à se ruiner. Alors, Platon déjà était très opposé, le philosophe Platon, à ces agapes, mais il va falloir faire voter des lois, promulguer des lois somptuaires dans la Rome impériale. Alors les lois somptuaires, ce sont des lois qui interdisent notamment de dépenser plus d'une certaine somme par convive pour les repas. Ça peut vous paraître bizarre. Mais alors pourquoi? Eh bien, parce que ce développement immodéré des banquets et de la profusion de nourriture qui était servie, du coût des produits également, faisait que les gens allaient jusqu'à se ruiner. Et il y a dans Juvénal, je vais vous lire deux lignes qui viennent d'une satire de Juvénal, « Nombreux sont ceux qu'un créancier, plusieurs fois éconduit, guette et attend à l'entrée du marché. Leur seule raison de vivre, alors il parle là des gens qui ne pensent qu'à manger, bien sûr, leur seule raison de vivre est la satisfaction de leur palais. Celui qui fait la chair la plus choisie et la plus dispendieuse, c'est le plus endetté d'entre eux. Et il voit déjà poindre la ruine. Ça, on trouve ça dans Juvénal. C'est une situation, on pourrait en faire beaucoup d'autres. Et donc, cette mode, peut-on dire, les autorités avaient essayé de la réfréner, à tel point que la loi somptuaire imposait de dîner porte ouverte. On n'avait pas le droit de faire un banquet de dîner porte fermée, c'était défendu. Et il y avait des vigiles qui patrouillaient dans Rome, qui étaient là pour essayer de détecter où on abusait, voilà. Bon, ça n'a pas marché. On n'a pas pu empêcher les gens de faire ça. Bien évidemment, ça n'a pas marché du tout. Vous pouvez également vous remémorer le fameux Lucullus. Lucullus, qui est l'archétype des gastronomes, et ça, c'est une réalité historique. Lucullus était un général romain qui s'était enrichi notamment en Asie mineure, en campagne militaire, il était richissime, et donc il pensait qu'à manger. Et il pensait qu'à manger, et il avait donc également organisé, dans ses nombreuses propriétés, des viviers, où on élevait les poissons qui lui convenaient, qui arrivaient à la bonne taille, qui arrivaient, on les nourrissait correctement. Et donc, il s'est quasiment ruiné. Il s'est ruiné.
en donnant à manger. Il y a une anecdote qui est amusante, c'est qu'un jour, pour une fois, il était seul le soir, exceptionnel. Et son cuisinier n'avait pas fait grand-chose, il avait fait un petit repas, enfin, d'après les critères de l'époque, un repas modeste, modéré. En tous les cas, Lucullus n'a pas été content du tout, et il a appelé le cuisinier, il avait envie de le faire fouetter, il n'a pas fait fouetter, il lui a dit, mais enfin, explique-moi pourquoi ce soir c'était aussi lamentable, si minable, il n'y avait quasiment rien sur la table. Ah, il dit, mais maître, vous étiez seul, il n'y avait pas d'invité. Il lui dit, tu as commis une grande erreur, parce que ce soir, Lucullus dînait chez Lucullus. Voilà. Bien. Alors, les Romains, donc, grands amateurs de banquets. Alors maintenant, on avance un petit peu, et puis on va regarder ce qui se passait du côté des Celtes. Alors, j'aime pas trop parler des Gaulois, parce que les Gaulois, d'abord, il faudrait savoir lesquels. Il y avait 4 Gaules. Il y avait, bon, peu importe. Et les Gaulois, c'est un petit peu une invention de l'époque de Napoléon III. Il vaut mieux parler des Celtes, parce que la civilisation celte, elle couvrait la quasi-totalité de l'Europe, à part évidemment le monde romain. Et donc, les Gaulois sont de très 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 grands banqueteurs. Ils adorent les banquets. Ils se réunissent pour un oui, pour un non, pour manger. Et ils ont une habitude qui est de ne jamais quitter leurs armes quand ils passent à table, et une autre habitude qui est de boire en mangeant. Du vin, bien sûr, s'ils peuvent se le permettre, parce que le vin est un produit d'importation, jusqu'à l'époque où on va cultiver la vigne en Gaule, mais ça ne va pas se faire tout de suite. Il faut importer le vin, ça coûte cher, et donc les gens qui ont les moyens boivent du vin, et ils boivent en mangeant. Alors ça, les Romains ne peuvent pas comprendre, parce que quand on mange d'abord, après on fait le symposium, c'est-à-dire qu'après on boit. Ce qui est relativement logique, mais les Gaulois non, eux ils boivent tout de suite. Alors évidemment le tour monte, très vite, comme tout le monde porte ses armes, ça se finit souvent mal, et cela, ça va être pointé par les historiens romains qui vont se faire vraiment un régal de le mettre en évidence. Alors je vais vous citer quelques propos d'un certain Anthony Rollet, qui a écrit un livre très intéressant publié chez Hachette qui s'appelle « Les Français à table ». Et c'est un livre très, très intéressant, très bien sourcé, très bien documenté, très bien illustré. Alors il dit « Les Gaulois ne manquent jamais une occasion pour s'assembler autour d'une table. Anniversaire, départ en voyage, retour, fête familiale, naissance, mariage, décès, tout est prétexte pour manger et boire. Au point que les historiens romains y verront une des causes de la défaite gauloise devant les légions de César. » Bon, c'est Anthony Rollet qui parle. Cette pratique conviviale plonge ses racines dans un passé très lointain qui accrédite l'idée religieuse, entre parenthèses, que manger et boire ensemble permet une communion des sentiments. Il semble bien qu'il s'agisse là d'un concept extrêmement transversal, dans la mesure où on le retrouve dans la plupart des cultures. Moi j'avais été un petit peu surpris, on avait l'école hôtelière en partenariat avec l'école hôtelière de Pékin, et quand on est allé, à l'occasion de ce partenariat, passer un séjour à Pékin, où on était dans l'immersion complète avec des Chinois qui ne parlaient pas un mot de français. Ils avaient autant de français que nous de chinois, si vous voulez, mais il y avait des interprètes évidemment. Et là on a pu se rendre compte à quel point ces gens-là sont attachés à la nourriture et au partage de la nourriture. Pour un Chinois, manger tout seul, c'est soit le fait d'un misérable, qui n'a pas d'amis, si vous voulez, on ne mange pas tout seul. C'est carrément de la mauvaise éducation. On partage. Voilà. Donc c'est un fait très transversal. Ce que nous aimons faire, nous, en réunissant la famille et les amis, eh bien, c'est de toutes les cultures et probablement de toutes les époques. Alors, ces banquets obligatoires, donc, sont des occasions de se réunir. Et quand on fait un banquet, bon, dans la Gaule celtique, quand on fait un banquet pour à l'occasion d'une signature de contrat ou quelque chose comme ça, si vous voulez. Comme tout le monde est armé, que tout le monde boit, ça peut parfois être une occasion aussi pour attirer les gens dans un piège et pour les assassiner un petit peu au passage. Et les historiens, Tacite notamment, vont faire ses délices de ces épisodes où les Gaulois s'attirent les uns chez les autres sous couleur de banqueter et puis ils s'assassinent ensemble, quoi. Et il dit que la plupart des banquets se terminent par des rixes. Voilà. Bon, mais il est vrai aussi que il n'a pas pour but de mettre en évidence l'excellence de la civilisation celte, bien évidemment. Donc il y a probablement dans ses propos une partie enfin parti pris, dirons-nous, parti pris, voilà. Alors,
cette goinfrerie également des Celtes, qui probablement est un héritage qui vient de l'Europe centrale, parce que là, à cette époque-là, on va avoir le choc entre la civilisation romaine et la civilisation des envahisseurs, qui sont des mangeurs de viande et de gibier, alors que les Romains, eux, prônent, tout du moins dans la théorie, ils prônent le régime frugal, avec on mange des fruits, des olives, etc. Bon, c'est une image, mais il va y avoir une opposition assez tranchée que l'on va retrouver pendant plusieurs siècles, y compris dans la Gaule gallo-romaine. Parmi l'incompréhension des historiens romains, c'est l'habitude de boire en mangeant, ce qui fait qu'on termine le livre. Et ça, c'est une chose qu'ils ne peuvent pas arriver à accepter. Et ils en font des critiques en bien des endroits. Alors là, vous avez une image d'Épinal qui est assez amusante parce qu'on voit qu'en banquette, vous avez donc au fond, vous voyez qu'on amène les plats, ça rôtit, on sert, on boit, à même la cruche, etc. Mais il y en a deux devant qui ne sont pas du tout d'accord. Il en a déjà tiré l'épée, l'autre est en train de le faire, et ça va probablement se dégrader. Alors ça, cette image-là d'Épinal, je ne sais pas exactement d'où elle vient, mais je ne serais pas surpris que ce soit l'illustration d'un texte de Tacite. Ça ne m'étonnerait pas du tout. Bon, hypothèse. Alors, avançons un petit peu. On va aller maintenant au Moyen-Âge. Alors, tout à l'heure, hein, notre ami disait qu'on ne fait plus trop de banquets. C'est vrai qu'on en fait moins. Mais c'est vrai aussi que dans les occasions officielles, le banquet reste, encore aujourd'hui, une sorte de... comment dirais-je, de passage obligé des réunions au plus haut niveau, des sommets et autres. Bon, je crois que cette habitude-là a perdu de la vigueur au niveau familial et au niveau privé, sans aucun doute. Par contre, au niveau officiel, je ne crois pas. Alors, parlons un petit peu du roi Louis IX. Le roi Louis IX, c'est quelqu'un qui est très gourmand par nature. Il est très gourmand, mais il est très religieux. Et on lui a expliqué, on lui a dit que la gourmandise, c'est un des 7 péchés capitaux, ça ne va pas du tout d'être gourmand, donc il s'interdit à lui-même la gourmandise. Et il ne va manger ce qu'il aime que quand il est invité. Il est invité dans des occasions particulières, et là, il est bien obligé de manger ce qu'on lui sert. Mais le reste du temps, il fait préparer tous les jours un magnifique repas par le cuisinier du palais, de la cité, et il envoie chercher les pauvres. Et ça, c'est tout à fait historique, hein. C'est pas du tout une image d'Épinal. Il va chercher les pauvres, les gueux qui traînent dans le ruisseau, de préférence ceux qui sont les plus miteux, les plus affamés, et il les sert lui-même. Là, vous avez une image qui le représente. Alors, vous voyez que les convives ont les pieds nus. Lui, évidemment, il est vêtu de façon très correcte, avec, on semblerait même une robe de bure. Il a son auréole, puisque, bon, à l'époque, il est encore pas saint, mais on va le représenter comme tel un peu plus tard. Et vous avez donc les pauvres, qui sont vêtus plus ou moins bien, pieds nus, et on sert. Alors, on sert quoi? Ben, on sert apparemment du poisson, surtout. On sert du poisson. C'est peut-être un jour maigre. Il y a énormément de jours maigres dans l'année, à cette époque médiévale. Pratiquement un jour sur 3 est déclaré maigre. Et on incite les gens à manger uniquement des mets non carnés. Voilà. Ce roi Louis IX a laissé cette... alors ça, d'où sortons cette anecdote, si vous voulez? Enfin, c'est plus qu'une anecdote, c'est la description d'une habitude. Eh bien, c'est le sénéchal de Joinville, qui a été un des compagnons d'armes de Saint-Louis, y compris pendant la croisade, et qui a passé une grande partie de sa vie à écrire une chronique dans laquelle il décrit les faits et gestes de Louis IX. Une petite anecdote de banquet, un banquet qui a fait date dans l'histoire de la cuisine et de la gastronomie, c'est le banquet que le roi Charles V offre à son homologue, l'empereur d'Allemagne, Otton. On est en janvier 1378, ça se passe à Paris, au Palais Royal, donc dans l'île de la Cité. Et là, on réunit 300 convives, et c'est le Guillaume Tirel, le grand taillevent, qui va être l'auteur du premier traité de cuisine qu'on a écrit en France, donc au XIVe siècle, et c'est Taillevent qui va procéder, donc qui va organiser, qui va diriger les cuisines,
et qui va organiser l'événement et le banquet. Alors je dis l'événement parce qu'il ne s'agit pas que de manger. Là vous avez une miniature qui présente un intérêt très important si on la décortique un petit peu. Alors bon, vous voyez effectivement, vous voyez les rois, l'empereur, le fils de l'empereur, il y a le roi de France habillé en bleu, l'empereur est habillé en rouge, il est à sa droite, le fils de l'empereur à sa gauche, et puis bien évidemment il y a les inévitables ecclésiastiques. On ne peut rien faire sans ecclésiastique en ce temps-là, bien sûr. Et puis vous avez sur la droite, que voyez-vous? Vous voyez des gens qui jouent de la musique, l'orchestre. Bon, jusque-là, rien d'étonnant. Devant, vous avez les serveurs qui apportent, il y a des cuillers tranchants avec son couteau, et puis on a... Mais que vient faire ce bateau d'après vous? Que vient faire ce bateau? Il y a un bateau qui, remarquez-le, qui navigue, qui flotte. Alors je vais dire, c'est une fantaisie du dessinateur. Pas du tout. Je peux vous parler du banquet, encore qu'on a le menu, hein. On l'a gardé, de la main de Taillevent. Mais ça, c'est ce qu'on appelle l'entremets. Je ne sais pas si c'est le premier, le deuxième ou le troisième, mais c'est l'entremets. Qu'est-ce que l'entremets? C'est un spectacle qu'on donne entre chaque service, puisqu'il y a plusieurs services. Dans un banquet, à l'époque médiévale, dans un banquet officiel, il va y avoir 4 services, pas moins. On ne peut pas faire à moins de vouloir offenser les invités. Et donc, entre chaque service, alors un service c'est quoi? Eh bien, on met tout sur la table. C'est pas compliqué. Hein. On met tout sur la table, le froid, le chaud, le tiède, tout. Les gens attrapent ce qu'ils peuvent. Les plus beaux plats, les meilleurs, sont bien évidemment déposés devant les gens qui ont la plus haute position sociale, évidemment. Ceux qui sont au bas bout de la table, ils sont contents d'être là, ils ont été invités, mais enfin, ils sont relégués au bas bout de la table, c'est-à-dire là où on met les gens les moins importants, parce que tout le monde est rangé selon son importance sociale, eh bien, ils auront, ma foi, autre chose. Pas forcément grand-chose. Ils pourront taper dans les plats qu'on met devant eux. Mais il est de la dernière importance de demander aux gens de donner des plats qu'on ne peut pas attraper. Ça ne se fait tout simplement pas. Pourquoi? Parce que c'est quelque part, c'est violer l'étiquette. Si on vous a mis devant vous un plat qui n'est pas terrible, c'est parce que vous êtes vous-même, vous avez une position sociale, on a mis ce qui vous est dû, en quelque sorte. Donc il ne faut pas aller demander à votre voisin de vous servir un peu mieux. Ça ne se fait pas. Bon, alors je reviens à ce bateau. Vous allez dire, que vient faire un bateau de l'eau? Eh bien, on a fait une naumachie. C'est quoi une naumachie? C'est un combat naval. C'est un combat naval. Et ce combat naval, en fait, c'est la prise de Jérusalem. Pardon, la prise de Constantinople, je dis sottise, la chaleur m'accable. C'est la prise de Constantinople, par les croisés. Et on a organisé dans la salle de banquet, on a mis un cuveau, fait de planches habillées de lames de cuir pour faire étanchéité, on a mis de l'eau et on a fait flotter des bateaux avec des gens qui allaient à l'assaut des remparts. C'est attesté, c'est historique. Le banquet, on mange, et on a également droit à une pièce de théâtre. Mais je vais vous montrer encore mieux, enfin pas mieux, mais quelque chose d'aussi bien. Regardez. En 1457, Gaston IV de Foix, qui est probablement, si ce n'est le plus riche et le plus puissant seigneur de France, l'un des plus riches en tout cas. Bien. Il est non seulement, bon c'est Gaston Phébus, n'est-ce pas? Non seulement il est très riche, mais il est très ambitieux, et à l'époque, le roi Charles VII, lui, il est un petit peu à la peine. Ça ne se passe pas bien comme il faut, le domaine royal n'est pas très étendu, il en a perdu une grande partie, les Anglais sont en Aquitaine, etc. etc. Bien. Et donc, pour damer le pion du roi de France, qui est son supérieur hiérarchique dans le système féodal, Gaston de Foix va convier le roi de France à Tours, et là, il va faire organiser, à grands frais d'argent, un banquet tellement phénoménal, comme on a la trace dans les archives, y compris le menu. Et on sait également de quoi étaient faits les entremets. Je vais vous montrer. Alors officiellement, bon, c'est une ambassade qui vient de la Bohème, etc. Mais en réalité, il s'agit, je ne vais pas dire d'humilier le roi de France. On ne peut pas penser à la place de Gaston Phébus, mais il s'agit certainement de lui donner le pion et de lui montrer qu'en fait, le plus riche, le plus puissant, c'est pas lui, quoi. Environ 300 couverts, ce qui n'est pas rien quand même. Alors, voilà le menu. Alors, vous voyez, donc il y a 6 services, même 7. Et au 7e service, alors bon, rapidement, le premier service, il s'agit de l'apéritif, hein, l'hypocras, c'est un vin très fortement aromatisé, assez peu alcoolisé, qui est servi avec du pain grillé. Les rôtis, c'est du pain grillé, tout simplement.
Le deuxième service, eh bien, vous avez des grands pâtés de chapon de haute graisse, évidemment. Le jambon de sanglier, accompagné de 7 sortes de potages. Sachez que le potage, c'est la base de la cuisine médiévale. Le potage et le rôti. Et potage, tout ce qui est cuit dans un pot. C'est pas compliqué. Tout ce qui est cuit dans un liquide est un potage. À partir de là, il peut y avoir tout et son contraire dans le pot. Mais ça reste une base de la cuisine. Et puis, il y a la braise qui tombe par terre, on peut poser des casseroles par-dessus, oui, mais c'est tout. Donc, c'est ou rôti ou bouilli. Il n'y a pas d'alternative. Ça ne va pas empêcher un certain raffinement, bien sûr. Donc, 7 sortes de potages. Alors, le chiffre 7 n'est pas du tout anodin, dans la symbolique. Ensuite, au troisième service, eh bien, alors là, on a des rôtis, faisan, perdrix, lapin, paon, vautour, héron, des vautours. C'est immangeable. Le héron, c'est immangeable. Aujourd'hui, vous ne pourriez pas faire manger du héron aux gens. Ni du cygne, c'est pas la peine, n'essayez pas. Le faisan, la perdrix, bien sûr, mais le reste, non. Mais pourquoi? Eh bien parce que tous ces oiseaux, après avoir été cuits, généralement rôtis, on les fait bouillir puis rôtir. On les réhabille avec leur plumage. Et oui, tout ça est réhabillé avec le plumage. Et fort bien. Fort bien. Nous avons gardé dans la cuisine moderne une survivance. C'était la volière, ce qu'on appelait le faisan en volière. C'est-à-dire que quand on préparait un faisan, on avait soin d'enlever la tête et les magnifiques plumes qui vont jusqu'au jabot, n'est-ce pas? On détachait les ailes, on détachait la houppe du croupion avec beaucoup de soin. Ensuite, avec le faisan lui-même, on faisait une ballotine, et ensuite on rhabillait la ballotine avec ça. Avec le faisan, bien sûr, qui ouvrait les ailes, naturellement, qui redressait la tête, on mettait un fil de fer, voilà. Et puis cet interdit devient par qui? Un règlement européen, au titre de l'hygiène. Parce que les plumes, c'était sale. Donc, interdiction de faire des volières de faisan. Cette interdiction, elle est arrivée en 85. Voilà. Donc, encore enfin, un méfait culinaire que l'on doit au règlement européen. Alors, il y a également des oies sauvages, des cygnes, des bécasses, des oies de rivière, des chevreuils, des cerfs. Le cerf, c'est immangeable, ça ne vaut rien, c'est dégoûtant. Mais c'est pareil, il y a la ramure qu'on va utiliser pour présenter le rôti. Et là, on y revient, on renvoie 7 sortes de potages. C'est pas fini. Quatrième, alors là, on a le premier entremets. Je vais vous les montrer après, les entremets, hein, parce qu'on les a reconstitués. Alors, des oiseaux armés, accompagnés de beaucoup d'autres sortes de potages. Beaucoup, là, on ne dit pas combien il y en a beaucoup. Alors, les oiseaux armés, ce sont tout simplement des oiseaux qui sont présentés avec leurs ailes et qui vont être présentés comme une volière, si vous voulez. Voilà. Très difficile à réaliser. 5e service, alors là on arrive sur les sucreries, les douceurs, tartes, aux fruits bien sûr, darioles. Les darioles, ce sont des petites crèmes. Ce qui s'approche le plus de la dariole médiévale, c'est le cannelé bordelais. Pour vous situer le genre de préparation que c'est. Les estrades de crème, alors les estrades de crème ce sont des crèmes cuites que l'on sert dans des petites coupelles, et des oranges frites. Rien que ça devrait vous interpeller. Des oranges. Des oranges. Pourquoi des oranges? Ben parce que c'est un truc de riche. Imaginez d'où il faut les faire venir, à Tours. Il n'y a pas d'oranger à Tours. Il faut les faire venir à grands frais d'argent de là où il y en a. Bien, donc on sert des oranges. Et pourquoi les frire? Quelle idée! Quelle idée de frire! Vous n'en mangeriez pas des oranges frites, hein, je peux vous le garantir. Et moi non plus. Pourquoi frire les oranges? Eh bien parce que la friture, on ne peut faire de friture que là où il y a des cuisiniers très qualifiés, très bien équipés, chez des gens très riches. La friture, c'est le top du top. Et on ne peut faire frire que des petites quantités de choses, si vous voulez. Donc là, c'est le super chic orange frite, un produit rare, présenté avec un mode de cuisson très riche, voilà, très difficile. 6e service, on revient avec l'hypocrase, il faut bien rincer tout ça. Les oublis, ce sont des... Allez, ceux qui s'en approchent le plus sont les gaufres, si vous voulez. Ce sont les gaufres. Mais on les trempe dans le miel fondu, après les avoir cuits. C'est pas vraiment des gaufres, c'est un peu particulier. C'est cuit entre 2 plaques de métal, en tout cas. Voilà. Et le 7e service, alors là, c'est le clou du spectacle. Des grands, alors pas des petits, des grands lions, des cerfs, des singes, et toutes sortes de bêtes faites de sucre. Essayez d'imaginer
en cette année-là ce qu'est le sucre. Le sucre, c'est un produit vendu par des apothicaires. Non, il est rare. Le sucre coûte un prix hallucinant. Il vient du delta du Nil, de la Palestine. L'Amérique n'a pas été découverte. Le sucre de canne qui vient de Saint-Domingue et des Antilles, c'est pas le cas, il n'y en a pas. Le sucre, c'est vraiment le produit par excellence des gens qui ont des gros moyens. C'est pas la truffe, c'est pas le foie gras, c'est le sucre. Et là, on a tellement de sucre, on est tellement riche qu'on fait des aliments en sucre. Alors en sucre, en pâte d'amande, on faisait la très jolie pâte d'amande à l'époque. On faisait également des mélanges de sucre, de farine et d'eau. Les pâtissiers font encore ça sous forme de pastillage. Ils appellent ça pour faire des pièces décorées. C'est quelque chose qui date du Moyen-Âge. Voilà. Et évidemment, certaines portent la bannière du roi de Hongrie et des seigneurs présents. Donc ça, c'est le protocole. Alors maintenant, je montre les entremets. Regardez. Le premier. Alors vous voyez la taille, ça a été reconstitué d'après des miniatures de l'époque. Et ces images, je les ai prises dans une exposition il y a 2 ans au château de Foix, qui était consacrée à la magnificence de Gaston Phébus. Regardez, un lion. Alors, le lion crache du feu. Alors, je ne sais pas quoi fait le lion. L'histoire ne dit pas. Mais dedans, il y a un cracheur de feu, en tout cas. Et il faut quand même 6 personnes pour porter le catafalque. Mais on n'a rien vu. Ça, c'est que le premier. On va faire mieux. Voilà. Alors, c'est une montagne. C'est une montagne d'où coule une fontaine. Alors, on ne sait pas trop ce qui coule. Si c'est de l'eau, du vin, on ne sait pas trop. Mais il y a une fontaine. Donc, ça veut dire que il y a des gens qui remplissent un bassin, hein, et puis qui récupèrent dessous, et qui remplissent ce qu'on appelle la pompe électrique encore, évidemment. Hein. Et donc, cette fontaine coule d'une montagne, et il y a des enfants qui sortent de la montagne, d'une caverne. Ils s'amusent ensemble. Ils courent autour, ils rentrent, ils sortent, il y a des oiseaux qui portent. Voilà. Et là, vous voyez, il faut quand même du monde hein, pour porter tout ça. 2, 4, 6, 8, 10, il faut 20 personnes. Ça doit peser son poids. Mais c'est pas tout. On va mener un château, carrément. On va mener un château sur un chariot roulant, et là-dedans, il y a des pucelles. C'est-à-dire des jeunes filles non mariées, qui appellent au secours. Elles sont en détresse, elles appellent au secours. Et il y a des chevaliers, de proches chevaliers qui vont venir avec leurs épées pour les défendre et terrasser les méchants, bien sûr. Voilà le genre de... Alors, vous voyez le public tout autour, hein, le public qui observe, qui applaudit, hein, voilà. Et là, vous avez l'amphitryon qui explique à son hôte, voyez ce que je fais. Ça, c'est le banquet au Moyen-Âge. Donc, c'est un art total, on va dire. Hein. On mange, on boit, et puis on donne un spectacle qui est à la mesure des moyens que l'on a. La nourriture est d'une abondance phénoménale, mais rien n'est perdu. Parce qu'à cette époque-là, le Seigneur nourrit sa maison. Il nourrit. Beaucoup de gens sont simplement logés et nourris, parmi le personnel, parmi les hommes d'armes et autres. Donc tout le reste, et il y en a énormément, parce que la profusion est gigantesque, tout le reste vont servir à nourrir, ma foi, l'équipage, comme on dit dans le métier. Alors, on fait un grand saut en avant, et je vais vous parler d'un autre banquet intéressant, le banquet simultané. Alors le banquet simultané, c'est Auguste Escoffier, qu'on ne présente plus, le grand Auguste Escoffier, qui en 1912 est au sommet de sa gloire, de sa notoriété. Il est connu dans le monde entier, on se l'arrache. Il va de la cour du Tsar à New York, à Philadelphie. Il installe les cuisines des paquebots allemands. Enfin, bon, je me demande d'ailleurs comment il arrive à tout faire. Il est vraiment, en 1912, il est arrivé au sommet de la célébrité, de la compétence aussi, parce qu'il est certain que c'est un très très grand homme de la cuisine, Escoffier. Et à l'époque, il travaille. Il dirige les cuisines du Cecil Hotel à Londres, Cecil Hotel qui est bien évidemment, dont il est copropriétaire, je veux dire, et il va, à partir de là, avoir une idée. Il va instituer le dîner d'Épicure. Alors, dîner d'Épicure, Épicure qui, dans l'imaginaire collectif, passe pour quelqu'un qui aime très bien manger. Il va rédiger le menu, il va le concevoir, et il va organiser des choses pour que dans 37 villes d'Europe, en même temps, exactement en même temps, on serve le même repas. Donc, en tout, ça va concerner 4000 personnes.
Alors comment peut-on faire? Alors, on peut faire la même chose dans différents endroits. Bon, d'accord, il suffit d'être prévenu en avance. Bon. Mais, par contre, il faut synchroniser ça. Et le télégraphe. C'est une nouveauté, le télégraphe. Donc, on va marier l'art culinaire qui racine très loin dans le passé avec la modernité la plus en vue, le télégraphe. Voilà. Et le succès va être tel, il va y avoir tellement de gens qui vont dire « Ah mais non, on n'a pas pu venir, c'était complet », qu'en 2 ans plus tard, l'expérience est reconduite, cette fois dans 147 pays, pour plus de 10 000 personnes. New York, San Francisco, jusqu'en Extrême-Orient, toujours en cohérence avec le télégraphe, mais les gens mangent tous en même temps. Alors à Paris, on mange, je ne sais pas, 20h peut-être, ou 19h. Je voulais ce soit de calculer avec les fuseaux horaires, mais ça ne fait rien. Les gens vont se battre pour avoir des places, payer un prix fou, et c'est banquet simultané. Bon, après, Escoffier, ça s'est plus fait, hein, parce que ça devait être relativement compliqué quand même, et puis je pense que, financièrement parlant, je ne suis pas certain qu'ils arrivaient vraiment, enfin, que c'était une bonne affaire du point de vue financier, j'en suis pas tout à fait sûr, mais Escoffier, lui, à la fin de sa vie, enfin, c'est pas vraiment la fin de sa vie, il est mort beaucoup plus tard, mais à ce moment-là, il a tout prouvé du point de vue professionnel, donc il cherche plus, il cherche mieux. Et je trouve, vous avez une image là, vous voyez les gens qui sont là. Alors, ce soir, les dames sont majoritaires, mais là, moi j'en vois 2. Hein. Moi j'en vois 2. Dont une qui est très bien placée, il est vrai. Vous ne voyez que des messieurs en redingote, des colletures. Hein. C'est assez curieux hein, quand même. On est en 1914. Ah, une devinette. Qu'est-ce que c'est ça? Une devinette. Alors la démesure, hein, je vais vous dire, je vous dis tout de suite, il y a environ 23 000 convives. 23 000. Et là, vous voyez, qu'est-ce que vous voyez sur le, ici, là, Lot-et-Garonne et Loiret à côté. Lot-et-Garonne, Loiret, voilà. C'est le banquet des maires de France. C'est le grand banquet des maires de France en 1900. On avait invité 29 000 personnes, il en est venu un peu moins de 23 000. Certains sont excusés, ils ne pouvaient pas venir, enfin peu importe. Et donc il y a cette occasion-là, donc avait été voulue par le président Loubet à l'occasion de l'exposition universelle. Donc c'est passé au mois de septembre, hein, et donc l'exposition fermait le 12 novembre, et le 22 septembre, donc le président Émile Loubet, avec le concours de son président du conseil, effectivement, Waldeck Rousseau à l'époque, ils organisent cela. Alors, c'est vraiment le banquet de la démesure. Je ne crois pas qu'on ait refait l'équivalent depuis. Je ne crois pas. Et sachez qu'à cette époque, les fourneaux fonctionnent au charbon. Il n'y a pas d'électricité, parce qu'il va y avoir un budget de chandelle phénoménal, parce que cette journée du 22 septembre, le temps n'est pas très beau. On a dressé des tentes dans le jardin des Tuileries. Il n'y a pas de fenêtre, donc on ne voit pas très clair à l'intérieur, il n'y a pas de soleil, et donc il va falloir une quantité de chandelles assez importante, très importante, pour éclairer tout ce petit monde. Alors voilà, alors comment ça marche? Eh bien, il a fallu 10 km de nappe. 7 km de molleton. Le molleton, c'est ce coton un peu épais qu'on met sur la nappe, hein, pour pas que le bois de la table donne de l'inconfort aux convives. Donc, il a fallu 125 000 assiettes, 55 000 fourchettes, autant de cuillères, 60 000 couteaux, 126 000 verres. Bon, ça c'est pour le matériel. Après, je vais vous parler du personnel. Hein, du personnel. Il a fallu 3 000 personnes, on peut le comprendre, pour la cuisine et le service. 11 chefs qu'on qualifiait à l'époque de gros bonnets. C'est-à-dire le chef qui est capable de diriger les cuisines en grand hôtel, le gros bonnet. Il en a fallu 11 quand même. Ce qui veut dire qu'il y avait 11 cuisines, tout simplement. Hein. 220 chefs de parti. Le chef de parti, c'est quelqu'un, on va dire, c'est un très bon ouvrier, très autonome. Le chef de parti, il en a fallu 220. 400 cuisiniers, sans grade. 2150 serveurs et maîtres d'hôtel. Et 50 préposés au vestiaire. Et pour diriger tout ce petit monde, eh bien, il y avait un général de brigade, dont je n'ai pas le nom. On ne le trouve pas dans les textes, mais je peux vous dire que pour l'aider à se déplacer et à bien surveiller tout le monde,
on avait mis à sa disposition une 2 Dion Bouton de 4 chevaux. Les maîtres d'hôtel se déplaçaient en vélo. Voilà. Et qui a fait le repas? Eh ben, c'est Potel et Chabot, le traiteur Potel et Chabot, qui était, et qui existe encore de nos jours, qui était à l'époque le traiteur le plus en vue, le plus compétent, le plus renommé de la place de Paris, et donc on peut dire du monde. Voilà. Alors, pour vous donner une idée de ce qu'il a fallu prévoir, 2 tonnes 4 de filet de bœuf, après je vous donne le menu, vous allez voir, 1430 faisans, 2500 poulardes, 1200 litres de mayonnaise, 10 000 pêches, 1000 kilos de raisin, 3000 litres de café. Bon, ça c'est juste des exemples, parce que le hors d'œuvre, alors le menu, parce que c'est intéressant, le menu, le voilà. Alors des hors d'œuvre, évidemment, en ce temps-là, on met toujours des hors d'œuvre, c'est incontournable, sans forcément préciser à l'avance ce qu'on va mettre, mais voilà. Après, il y a des darnes de saumon glacées parisiennes. Alors, premier plat, froid. Filet de bœuf en belle vue, c'est froid. Pain de canton de Rouen, c'est chaud. Mais c'est un produit qui est très facile à tenir au chaud. On peut le cuisiner à l'avance. Poularde de Bresse rôti, car il n'est pas pensable de servir un repas de classe sans qu'il y ait un rôti. Et cette habitude du rôti, elle vient du Moyen-Âge et elle ne va prendre fin, croyez-le si vous voulez, qu'au milieu des années 1980. On a fait un petit module sur les menus avec les gens qui suivent le cours. Je vous ai montré des menus, et dans des menus de communion, de mariage, etc., et bien jusqu'au milieu des années 80, il y avait forcément un rôti. En général, une volaille. Après, on a changé de pratique. Là, c'était la poularde de Bresse. Ballotine de faisan Saint-Hubert, au cas où on aura encore un peu faim, c'est chaud aussi. Salade de Potel, glace, fricondé. Fricondé sont des fruits pochés, frais, que l'on sert avec du riz au lait. Alors, les vins. Là, ça fait un sac de nœuds, parce que, bon, vous voyez qu'il y a un seul vin de Bourgogne. Le reste vient de Bordeaux, par le champagne, évidemment. Et donc, les élus de la Côte d'Or et de la Saône-et-Loire ont vigoureusement protesté. Ils ont dit, c'est pas normal, il y avait 80, il y aurait dû y avoir 2 Bordeaux, 2 Bourgogne. Et donc, ça fait pas mal d'étincelles, sans parler des étincelles liées à la préséance, parce que beaucoup de gens, les places étaient attribuées, évidemment, et beaucoup estimaient qu'ils n'avaient été pas placés conformément au rang qu'ils estimaient être le leur, et ça fait un tas d'histoires. Voilà, donc il y avait un général qui commandait tout, donc ça allait. Voilà. Alors, j'en ai fini avec les banquets, bon, on va parler un peu des buffets maintenant. Alors, le buffet, c'est autre chose. Le buffet, c'est, dans l'idée que vous en avez aujourd'hui, que ce soit un buffet de luxe ou un buffet ordinaire, c'est le fait que vous allez pouvoir prendre ce que vous voulez à disposition sur une présentation plus ou moins réussie, et vous allez ensuite consommer ce buffet, souvent en étant debout, mais pas forcément, parce qu'il y a une déclinaison importante de cette pratique du buffet. Là, on a une image qui a été prise il y a assez longtemps dans un hôtel de Vienne, en Autriche, où on voit des choses assez intéressantes. On voit d'ailleurs, vous voyez un faisan en volière, là, d'ailleurs, vous le voyez ici. Enfin, je ne sais pas si l'image est suffisamment bonne. On le voit là, ici, là. Hein, on voit le panache de la queue, les ailes. Et ce faisan, il a été dressé avec ce qui a servi ensuite à faire les ballotines, bien sûr. Mais ça s'interdit maintenant, c'est fini. Les fonctionnaires européens n'acceptent pas ça. Alors, les origines. Les origines, il y en a 2. C'est assez controversé. Alors, tout d'abord, l'origine du buffet, eh bien, elle est nordique. Sans aucun doute, les Nordiques, depuis très longtemps, depuis même les Vikings, avaient l'habitude de, plutôt que d'être servis à table comme on le faisait dans les autres pays, ils faisaient tout déposer sur la table et ils allaient se servir. Ça, c'est quelque chose qui est bien attesté. Cette habitude, au XIVe siècle, les riches suédois, les nobles, les négociants, les gens qui ont des gros moyens, prennent l'habitude de faire dresser des buffets comme ça, et ça porte un nom, ça s'appelle soit le smørgåsbord, soit le smørrebrød. Alors, on m'a dit que l'un des deux est plutôt norvégien, l'autre est plutôt danois. Mais bon, peu importe, c'est le même mot. Ça signifie table de pain et de beurre, dans les deux cas. Et donc, cette habitude-là, elle est encore aujourd'hui
elle est encore aujourd'hui très courante, aussi bien dans les restaurants que chez les particuliers. J'ai eu la chance, l'honneur ou la misère, je ne saurais trop dire, de travailler à la Maison du Danemark à Paris, le restaurant Copenhague, qui est au 142 sur les Champs-Élysées, et il y avait à la carte la table danoise. Il y avait tout un tas de plats à la carte, viande, poisson, gibier, etc., volaille, mais il y avait la table danoise, qui était approvisionnée, vous l'imaginez, harengs marinés fumés de toutes sortes, saumon fumé, saumon mariné, bon, crevettes, fruits de mer, etc. Également des charcuteries. Alors, aucun dessert, aucun produit doux, aucun produit sucré, uniquement des produits salés. Et les clients pouvaient aller disposer de cette table danoise qui était vendue à un prix astronomique, mais enfin, je pense que les gens, la clientèle de cet établissement-là ne regardaient pas ça près. Vous avez ici une image qui représente un petit peu ce que peut être un buffet nordique de ce genre-là. Il n'y a pas grand raffinement, vous le voyez, hein, c'est sympathique, tout a l'air bien beau, mais ce sont des choses, ma foi, qui sont... vous avez une salade de betterave, vous avez des fromages, vous avez des charcuteries partiellement tranchées, etc. etc. Pas beaucoup de légumes, hein, bien évidemment. Voilà. Un jambon devant. Voilà. Et donc, pour beaucoup d'auteurs, l'origine du buffet, c'est là qu'il faut la chercher. Alors, on peut s'arrêter un instant sur ce que ça contient. Les poissons et les fruits de mer y tiennent une place extrêmement grande. Il y a 4 manières de faire mariner le saumon dans les pays nordiques. 4 façons complètement différentes de faire mariner le saumon cru. Alors, une seule de le faire fumer, bien sûr. Le saumon fumé, il est d'abord salé, ensuite il est fumé au bois de hêtre. Mais par contre, le saumon mariné, il y a 4 manières différentes. Les harengs, bien sûr, c'est une base, le fameux hareng de la Baltique, qui peut être fumé, qui peut être mariné, qui peut être frais, poché à la crème aigre, à la moutarde, à la nette, au capre, bon. Et j'en passe. Des poissons blancs que l'on cuit au courbouillon, que l'on sert avec de la mayonnaise, des asperges et des œufs durs. Ils adorent les asperges. Des crevettes, pochées bien sûr, de l'anguille fumée tranchée finement, c'est probablement la meilleure manière de manger l'anguille, et du ragoût froid d'anguille poché aux légumes et à la nette. Alors la nette, vous savez, c'est cette herbe qui ressemble, qui est anisée, très fine, qui est anisée, et qui est très utilisée dans la cuisine des pays nordiques. Alors les produits carnés, beaucoup de charcuterie, mais aussi du bœuf salé, des côtes de porc que l'on cuisine, que l'on fait cuire plus ou moins dans une purée de pruneaux et que l'on sert froide. Quelque chose de très danois, ça. Et ensuite, on peut les fumer, enfin, vous voyez. Ils aiment beaucoup mélanger les pommes. Le chou rouge est très présent dans la salade de chou rouge et il n'est jamais servi cru, il est toujours cuit dans un mélange de vinaigre rouge et de confiture de groseille. On va dire, c'est bizarre, mais c'est très bon. C'est très très bon. Parce qu'il se produit une réaction chimique entre l'acidité du vinaigre et le sucre de la confiture qui se marie au chou rouge, qui compote, c'est délicieux. Ils servent ça de façon systématique avec toutes les viandes rôties. Alors il y aura aussi du rôti de bœuf, mayonnaise, et des fricadelles. Parce que vous connaissez les fricadelles, non? Ah, les fricadelles, c'est un must de la cuisine des pays nordiques. Prenez du porc, hachez-le assez finement, vous mélangez avec du pain, de la mie de pain gonflée avec du lait, des oignons crus, un peu d'ail et des œufs. On fait une pâte avec ça et on cuit ça en petits bouchons dans une poêle avec du beurre. C'est une base pour les Danois et pour les Suédois. Et alors ça se mange chaud ou froid d'ailleurs, hein, indifféremment. Pas de dessert sur ces buffets nordiques, aucun dessert, puisque les mets sucrés sont consommés le matin. Alors on ne peut pas tellement dire un petit déjeuner dans les pays nordiques, puisque c'est un véritable repas, et c'est à ce moment-là que l'on mange les produits sucrés. Alors, deuxième origine, qui moi me plaît bien personnellement. Vous avez jamais entendu parler de l'ambigu? Si, peut-être, hein, en lisant des textes du XVIIe, XVIIIe. L'ambigu, eh bien, au lieu de manger dans la salle à manger et d'être servi comme d'habitude, par les serviteurs en plusieurs services et autres, là on est au XVIIe, XVIIIe. Eh bien, on va décider de manger soit dehors, soit dans un petit salon qui n'est pas fait pour ça, et on va poser en principe que la totalité des mets servis seront déposés en même temps sur la table. Donc il n'y a plus des services qui se succèdent. En même temps, alors, certains auteurs disent que cette mode de l'ambigu, elle s'est installée
parce qu'on n'a plus besoin des gens du service, et qu'on peut rester entre soi. Et qu'après, ce qui peut se passer, ma foi, un peu de témoin. Alors, le régent, Philippe d'Orléans, était un grand amateur d'ambigu. Après, ces ambigus, on en a fait aussi souvent, si vous voulez, c'est devenu des repas de chasse, des retours de chasse, des repas de chasse. C'est-à-dire qu'on se faisait installer à la fin de la chasse, sous les arbres, quand il faisait bon, des tables. Alors évidemment, les laquais étaient là pour emmener le mobilier, hein, les tables, les chaises, il n'y avait pas de chaises de camping à l'époque. Et on faisait tout en là et on mangeait en plein air. C'est probablement l'ancêtre de nos pique-niques. Probablement. Bon. Donc la deuxième origine est possible pour les buffets. Alors maintenant, à force de parler de buffet, il faut que je vous montre un peu quand même, parce qu'il y a différentes sortes de buffets. Voilà. Alors là, vous avez quelques canapés dressés en forme d'éventail, pour que ce soit joli, n'est-ce pas? Alors il y a du caviar ou des œufs de limpe, on ne sait pas trop, il y a du blanc de haché, il y a des œufs de saumon, il y a des lamelles d'avocat, et puis il y a du fromage devant, probablement du gruyère. Le tout a été détaillé de manière à former un éventail. Voilà, bon, pour que ce soit joli. Alors, les différentes sortes de buffets. Alors d'abord le cocktail. Le buffet cocktail, c'est celui qu'on sert quand les gens ne peuvent pas s'asseoir. Parfois on vous parle de buffet apéritif, mais en fait, c'est plutôt un cocktail. Les gens ne peuvent pas s'asseoir. Donc, normalement, on a deux mains. Les convives ont deux mains. Une main pour tenir le verre et une main pour manger. Alors vous allez me dire, qu'est-ce qu'il y aura d'autre, où faut-il en venir? Je vais vous le dire. Tout ce qui est proposé doit non seulement ne faire qu'une bouchée d'œuf au maximum, ne pas s'émietter pour tomber sur les jolis souliers vernis ou sur les pieds des dames, et ne pas laisser de déchets. Où les mettrait-on les déchets par terre? C'est pas poli. On n'est plus au temps des Romains. Hein, n'est-ce pas? Donc il faut que tout soit conçu pour répondre à ces exigences-là. Et, croyez-moi, ça donne beaucoup de travail. Au niveau, bon, déjà de la conception, et puis également de la réalisation. Parce que j'ai quelques souvenirs du président du conseil régional de Bourgogne qui avait pris de la mayonnaise sur les chaussures, parce que la mayonnaise n'était pas assez serrée. Il avait pris un canapé où il y avait pain de mie, mayonnaise, rondelles de tomates, œufs durs. C'est très joli, hein, c'est très appétissant, mais malheureusement, la mayonnaise était un peu souple. Elle tombait sur les pieds. Il n'était pas content du tout. Du tout. Donc il faut faire très attention à ce qu'on sert. Toutes ces petites choses-là doivent être mangées proprement, dirons-nous. Voilà. Alors les traiteurs parisiens ont inventé un truc très bien. C'est une palette. Pourquoi une palette d'artiste, si vous voulez. Imaginez une palette en bois ou en plastique, avec un trou pour mettre le pouce. Vous imaginez, on met le pouce dans le trou et puis on tient la palette comme ça. Il y a la place de mettre le verre. Il y a une place pour le verre. Et ensuite on va au buffet, on remplit la palette et on va se promener. On peut manger en se promenant, aller voir les uns et les autres. Voilà. Là, vous avez quelques petits exemples de choses comme ça. Alors là, il y a des bouchées, des navettes à la mousse de foie, des canapés au fromage, petites tomates farcies avec du thon, j'imagine, canapé au fromage blanc, et puis à droite, des barquettes de la mousse de jambon. Alors ça fait peut-être 2 bouchées, encore que je ne sais pas exactement, je n'ai pas d'indication de taille là sur cette image, mais vous voyez, c'est conçu pour, pareil, ne laisser aucun déchet. On a pris la précaution de napper en gelée pour fixer les lames de jambon. Et il faut quand même, puis bon, il faut quand même tenir compte des contingences et du confort des clients. Alors, le buffet cocktail peut comporter des préparations chaudes, mais ne perdez pas de vue que les gens sont debout. Donc vous n'allez pas servir un gigot ou un jambon à l'os, évidemment, pas possible. Ils n'ont pas d'assiette. Ils prennent, ils mangent, soit sur le buffet, soit dans les plateaux que le serveur promène. Donc, mais le chaud c'est quoi? Ben, c'est ça. Évidemment, on va trouver des pâtes de toutes sortes, pâtes feuilletées, pâtes à choux, fond de tartelette, des beignets, etc. Et tout ça va être servi chaud
Alors bien sûr, il faut une organisation, il faut avoir des études, il faut renouveler les plats au fur et à mesure, ça ne reste pas forcément chaud bien longtemps, même si c'est sur un plateau qui a été chauffé, qui transmet la chaleur. Alors ensuite, le buffet lunch ou buffet repas, celui qui va remplacer le banquet. Alors, si lunch en anglais, c'est le repas de midi, on est bien d'accord. Alors, est-ce qu'on peut servir un lunch le soir? Normalement, non. On fait un buffet dînatoire le soir. Mais il n'y a pas vraiment de différence entre les deux formules, si vous voulez. Hein. Les mets, c'est les mêmes. Bon, une place assise. Ils auront une assiette, des couverts et un verre et une serviette. Donc, ils vont aller se servir au buffet, amener leur assiette, autant de fois qu'ils voudront, ou alors, on peut imaginer que le service fasse passer les plats, mais les gens sont assis. Donc ça va pour le cuisinier et ça va offrir des possibilités absolument immenses. Tout devient possible, si vous voulez. Mais évidemment, le personnel assure le service des boissons. Alors, si vous organisez ça à midi, vous n'aurez que des préparations froides. Par contre, si c'est le soir, les usages font qu'il va y avoir au moins un plat chaud. Et non seulement il y aura un plat chaud, un jambon braisé, un gigot d'oignon en croûte, si c'est pas forme brioche, enfin bon. Ça peut être même parfois, dans certains cas, j'ai vu servir carrément des ragoûts. Des ragoûts de Saint-Jacques, des choses comme ça. Ça suppose avoir des bains-maries sur le buffet, mais ça se fait. Il n'y a pas d'option dans le matériel. Et c'est très apprécié. Les gens apprécient beaucoup qu'il y ait un plat chaud, même en été. Et en général, en fin de soirée, on va proposer ou à consommer soit un gazpacho ou une crème vichyssoise. La crème vichyssoise, le gazpacho, tout le monde connaît, mais la crème vichyssoise, non. Oh. Avec des carottes? Non, pas du tout, il n'y a pas de carottes. Il n'y a pas de carottes. On prépare un potage avec des blancs de poireaux et des pommes de terre. Blanc de poireaux étuvé au beurre, pommes de terre, on mouille avec un fond blanc de volaille. Et quand c'est cuit, on passe très très finement, on passe avec un chinois à étamine très fin, on donne une ébullition, on crème, on assaisonne bien parce que c'est servi glacé. Donc il faut que ce soit bien relevé, parce que vous savez que le même plat, mangé chaud et mangé froid, ne résonne absolument pas de la même manière. Un plat qui vous paraît correctement assaisonné quand il est chaud, vous le mangez froid, il vous paraît fade, inévitablement, alors que le taux de sel est le même. Voilà, et donc on va en fin de soirée servir un potage. Et là, ce qui est amusant, c'est que cette habitude de servir un potage qui peut être froid, le gazpacho c'est froid, la crème vichyssoise aussi, le consommer, ça peut être servi froid ou chaud. Eh bien, moi ça me fait penser à la manière d'en manger chinois, qui termine toujours par un élément liquide. Il ne commence jamais par le liquide, il finit par le liquide, toujours. Alors, coïncidence. Un buffet de réception de qualité. Bon, là il y en a un. Hein. C'est pareil, c'est une image qui a dû être prise, à mon avis, dans un hôtel en Autriche ou peut-être en Suisse, parce que les cuisiniers qui tiennent la corde pour ce genre de boulot, ce sont les Autrichiens et les Suisses. Les Allemands dans une moindre mesure. Mais je vais vous en redire un mot après. Voilà, alors vous avez un buffet qu'on peut qualifier de très soigné, n'est-ce pas? Voilà. Présentation recherchée, des mets savoureux, et puis beaucoup de variétés surtout. Il faut vraiment qu'il y ait une variété importante parce que les goûts de la clientèle changent, et puis la variété donne également enfin non pas l'illusion, mais l'image de la richesse du buffet. Certaines préparations doivent être découpées. L'exemple d'un aspic de légumes à droite. Alors, c'est quoi un aspic de légumes? C'est tout simplement une préparation qui est prise en gelée. Aspic de légumes, aspic de poisson, de foie gras, de tout ce que vous voudrez. Et pourquoi aspic? C'est quoi l'aspic? C'est une sale bête. Hein, c'est la vipère aspic. Alors, qu'est-ce que la vipère aspic va faire là-dedans? Ça ne mange pas, ces bêtes-là. C'est des animaux qui ne mangent pas, qui ne servent à rien. Bon. Non. Il existait autrefois, pour réaliser les mets en gelée, des petits moules qui étaient de forme triangulaire. Ils étaient de forme triangulaire, comme la tête de l'aspic. Et on appelait ça les aspics. De la même manière, on fait des œufs cocottes. Non pas parce qu'on appelle les poules cocottes, cocottes, tu viens manger, c'est pas ça. Parce que les œufs cocottes, on les préparait dans des petits plats de porcelaine individuels qui imitaient la forme d'une poule, avec la tête et la queue. Et là-dedans, on faisait des œufs cocottes. Oui, donc, en cuisine, il y a des tas de... Bon, nous, les cuisiniers, on pose des sauces dans un chinois. La façon de cuisiner, c'est le chinois. Alors pourquoi le chinois? Mais parce que ça a la forme d'un chapeau chinois.
Un peu pointu, il est vrai, mais quand même. Une forme conique. Bon. Explique de légumes. Donc, des légumes, il y a des tomates, des petits pois, des choux de Bruxelles, du chou-fleur, de la carotte, que sais-je encore. Et tout ça est pris dans la gelée, des asperges dessous, et le serveur va faire des parts, comme il ferait des parts dans un gâteau. Ça c'est bien pour un temps comme aujourd'hui, ça c'est pas mal. Alors, les petits délices de jambon aux asperges, ce sont des petits feuilletés qui sont faits avec des lames de jambon, probablement une mousse de fromage blanc. Et puis on décore, alors si on est très riche avec de la truffe, sinon on va se débrouiller pour avoir le noir qui est une couleur très intéressante, le noir, parce qu'à part la truffe et l'olive, on n'a pas de produit noir en cuisine. Hein, il y a deux couleurs qu'on n'a pas, c'est le noir et le bleu. Il n'y a pas d'aliment qui soit véritablement bleu. Il y a des aubergines qui sont d'un bleu, mais qui vont changer de couleur à la cuisson. De toute façon, c'est des aliments bleus, on n'en a pas. Des boissons bleues, il n'y en a pas non plus, sauf le curaçao bleu, avec lequel les baromètres font des cocktails. Mais le noir, c'est également une couleur extrêmement intéressante parce que vous prenez un plat comme ça, vous enlevez le noir, ça n'a plus l'air de rien, visuellement. C'est le noir qui fait monter toutes les couleurs. Bien. Alors, il existe en cuisine, on peut disposer d'un produit qu'on appelle le koubou, qui est une algue, en réalité, qu'on achète toute cuite, et que l'on peut découper, qui est comestible, bien évidemment, c'est pas mauvais, et ça remplace avantageusement dans la décoration la truffe. Parce qu'à l'époque des Escoffier, on pouvait mettre de la truffe. Aujourd'hui, c'est plus possible. Là, au milieu, vous avez une chartreuse de légumes. Il y a des légumes, tomates, chou-fleur, choux de Bruxelles, brocoli, le tout dans des asperges, le tout étant maintenu dans une composition froide à la gelée, bien sûr. Puis les petits croûtons qui sont tout autour, qui intercalent, ce sont des croûtons en gelée. Alors là, vous avez des filets de sole aux écrevisses. Alors, bon, on voit bien la forme des filets de sole qu'on a repliés sur eux-mêmes, on les a retaillés un petit peu. Ils ont été farcis avec une farce fine d'écrevisses. On a gardé les pinces et les têtes pour la décoration. Ça ne mange pas, ils sont juste là pour faire joli. Et puis sur chaque filet de sole, eh bien, on a fait une petite décoration avec un bateau qui navigue, et il y a même un petit oiseau. Voilà, vous voyez à quoi s'amusent les cuisiniers. Voilà. Des fois, vous allez peut-être vous poser des questions, on a les réponses. Voilà. Bon, là, il y a quelques heures de boulot là-dedans quand même. Je peux vous dire que ça ne se fait pas avec une baguette magique. Alors là, vous avez un élément qui est... le précédent était très portionné, on va dire. L'élément central, je ne suis pas sûr qu'il soit destiné à être servi. Hein. J'ai des doutes par rapport à ça. Par contre, le reste, on le prend, on le met sur l'assiette, c'est prêt à manger. Mais celui-ci, donc c'est un turbo farci, servi froid. Là, on a le cuisinier a dressé son turbo de manière à ce que déjà la première moitié puisse être immédiatement mise sur les assiettes. Par contre, pour le deuxième, il faudra qu'il découpe. Il faudra faire un découpage, mais on a le temps, dans la mesure où on a pu commencer à faire le service. Voilà. Donc ce principe de découper une partie, c'est quelque chose qui est extrêmement utile et pratiquement de rigueur. Là, vous avez un colin farci. Alors, vous voyez, bon, j'ai envie de dire c'est tout bête. Bah oui, colin qui a été désossé, on a fait une farce de poisson dans laquelle on a ajouté quelques légumes pour faire de la couleur. On a reconstitué, on a fait pocher le poisson. La tête et la queue, on les a habillés avec une mayonnaise collée à la gelée, j'imagine, pour que ça soit plus joli. Et puis là, vous avez des parts qui sont prêtes à servir. Et avec quoi sert-on ça? Avec des œufs durs. C'est tout simple, l'œuf dur avec une asperge, un détail de tomate. Et puis des détails de concombre, pareil, avec des petites boules de tomates. Et puis de la mayonnaise qui permet de décorer. Voilà. Rien d'extraordinaire dans tout ça. Sauf le temps de travail qu'il faut mettre là-dedans, évidemment. Évidemment. Alors encore un peu mieux, là vous avez un saumon. Alors le saumon, là, il y a un parti pris de dressage qui est en étoile. On va dire, oui, c'est joli, c'est pas mal. Alors c'est pareil, on n'a rien fait d'extraordinaire. Hein. Vous avez le saumon, il a été poché, il a été détaillé très soigneusement pour faire des parts qui soient très régulières, évidemment. Au besoin, on apparaît les filets avant de les faire pocher. On le sert avec des crevettes. Au milieu, il y a un socle. Bon, les crevettes, on va les servir, bien sûr, mais le socle, non. Il est juste là pour faire joli. On a marqué IV, parce que ce plat a été photographié à l'hôtel Intercontinental de Vienne en Autriche. Donc, Intercontinental Vienne, IV.
peu de réclame au passage. Et bien pareil, servi avec, alors je sais pas trop, je pense que ce sont des demi-œufs durs ou des quarts d'œufs durs. Voilà. Et là, le cuisinier a pris la partie de dresser en couronne. Il aurait pu faire autrement. C'est la même chose, quasiment. Sauf qu'au milieu, si vous voulez, il y a un fond de pâte feuilletée qui ne sera pas servi, qui contient une salade de légumes et de crevettes. Voilà. Et donc, vous voyez la décoration toute simple, avec, alors ça c'est un œuf de caille. Sur chaque lame de saumon, vous avez un œuf de caille, une petite boule de concombre au bout, et un œuf de caille avec une petite déco de mayonnaise. Voilà. Alors, ce qui fait le visuel d'un plat comme ça, c'est la régularité. C'est la régularité, mais ne vous y trompez pas, il faut une grande maîtrise professionnelle pour arriver à faire ça. C'est beaucoup plus compliqué qu'il n'y paraît. Et les gens qui font ce genre de choses sont spécialisés là-dedans. C'est-à-dire qu'ils font rien d'autre. Et même, ça va même plus loin, des fois, c'est même peu qui font les cuissons. Ils ne vont faire que les finitions et les présentations. Parce que ça demande un savoir-faire extrêmement fin, beaucoup d'expérience, du matériel. Il peut arriver qu'on soit obligé, en saison comme en ce moment, on ne peut pas travailler la gelée dans une cuisine. Elle ne prend pas. On doit travailler dans les chambres froides. En mettant une peau de mouton, un bonnet, parce que sinon la gelée ne va pas prendre. C'est pas possible. Il fait trop chaud. Alors, bon, une galantine de foie gras. Galantine. On prédécoupe le produit, évidemment, et on décore soigneusement pour... mais il faut quand même... Il ne viendrait l'idée de personne, voyez-vous, de présenter le produit sans qu'il y ait une partie qui soit découpée. Ça sera pas joli d'ailleurs. Une autre. On avait une ronde, enfin, oui, une demi-ronde, disons, et là vous en avez une qui est sur un format plutôt carré. Mais c'est pareil. Alors ça c'est pareil, c'est une bête à chagrin de première importance, hein, parce que il faut, quand vous constituez la galantine dans le moule, il faut placer les différents produits au bon endroit. Et plus, que ça bouge plus. Oui. Oui, c'est un métier, quoi. Bon, remarquez, non, c'est vrai que... Il nous arrive à nous-mêmes de penser qu'on se complique la vie. Cela dit, après, il y a le prix de vente derrière. Il y a le prix de vente derrière. Il ne faut pas rêver. Hein. Ce genre de choses se vend très bien. Et voilà. Et on va terminer avec ça. Alors ça, c'est quelque chose, je vous le montre, parce que je ne suis pas sûr qu'on puisse encore se permettre de le faire. À part peut-être pour M. Elon Musk. Peut-être. Je ne sais pas s'il apprécierait, mais en tout cas, il pourrait payer. Parce que là, vous avez 5 kilos de langouste rouge, la rouge de Bretagne et la royale. Aujourd'hui, elle est à 240 € le kilo à peu près, quand vous pouvez en avoir. Quand on peut en avoir, il n'y en a plus, c'est fini, hein, on a tout pêché ou presque. Donc, c'est un produit inabordable, si vous voulez, et bon, alors ça, cette image, elle a été prise au Café de la Paix en 1970. Je ne suis pas sûr qu'ils en fassent encore. Hein, voilà. Vous voyez, il y a eu un travail. Alors, pour mettre en valeur un produit comme celui-là, il y a eu un travail très approfondi sur le socle. On pourrait croire que c'est en relief, mais pas du tout. Tout est à plat. Tout est à plat. C'est une illusion d'optique. Alors, il faut avoir une matrice, si vous voulez, pour tout découper, au même format, parce que si vous n'avez pas strictement la même découpe, ben, vous allez avoir un décalage, bien sûr, et puis on va bien démarrer, mais on va pas finir. Ça va finir de guingot, c'est pas le but. Non, non. Et ce genre de choses, je ne sais pas, je ne peux pas vous dire, vous promettre que ça se fait encore. J'en suis pas vraiment sûr. Parce que là, il y a un temps de travail absolument énorme. Pas tant pour la langouste. La langouste, ça va vite. C'est pratiquement vite fait, mais alors le reste. Voilà. Mais il est vrai aussi que ça, au milieu d'un buffet, les invités, non, il ne leur vient pas l'idée qu'on les a pris pour des gueux. Voilà. Vous avez... Bon, je sais pas, je vais dire qu'il est. Oh, mais ça va. Bien, ben, je vais en rester là. Et puis, si vous avez des questions, je me ferai un plaisir d'y répondre. Sinon, on ira prendre le frais dehors.
Si cette vidéo vous a plu, vous pouvez nous rejoindre à l'Université du temps libre de Tarbes et de Bigorre à l'adresse utl-tb.info. Et n'oubliez pas, si ce n'est déjà fait, de vous abonner.